pour commencer, je vais vous présenter notre invité, alors, qui est Lynn Delmar de la Terre Promise, qui va nous parler des semences, enjeux et perspectives. Alors, Lynn Delmar est la coordonnatrice du volet francophone des semences du patrimoine Canada depuis 2009 et fondatrice de l'entreprise Terre Promise, sémencière artisanale. En plus d'être une passionnée de permaculture et de maraîchage écologique, elle s'intéresse surtout à la conversion des semences de variétés anciennes, patrimoniales et rares. Alors, merci. Et à la fin, il va y avoir 10 minutes de période de questions. Alors, je pourrais garder vos questions pour la fin, pour notre invité. Merci. Je vais juste voir comment je change le... Ah oui, c'est ça, je voulais chercher j'avais les mauvaises flèches. Bonjour! Je suis super contente d'être ici. Je pense que ça fait 3 ans que je donne maintenant les conférences à la fête des semences. Est-ce qu'il y en a déjà il y en a déjà qui sont venus à mes conférences les autres années? Alors, on vient de Montréal, on est arrivé hier et comme monsieur m'a présenté tout à l'heure, je m'appelle Lynn, je travaille pour Semences du patrimoine Canada. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu ce qu'on fait. Ensuite, je vais vous parler de certains enjeux dans le monde des semences et des perspectives. On va essayer d'amener des solutions aux problèmes et il va y avoir une période de questions. Alors, je travaille aux Semences du patrimoine, qui est un organisme à but non lucratif qui met en réseau des jardiniers, des amateurs, des professionnels à travers le Canada à partir d'un catalogue pour qu'on puisse échanger des semences. Pourquoi un organisme comme ça? Parce que depuis le début du siècle dernier, ce sont ces variétés-là, cette quantité de variétés-là qui est disparue. Quand on dit disparu, c'est envolé, ça ne reviendra plus. Donc, les variétés qui restent sont en plus très mal conservées, très mal identifiées. Il y en a qui dorment dans des banques de semences, c'est très bien, des banques de semences comme la Banque de Saskatoon. À la Bibliothèque des semences du patrimoine aussi, il y a des anciennes variétés. Mais l'idéal, c'est que vous les cultiviez. Donc, puis vous êtes quand même tous là ici parce que vous êtes venus voir les semences aujourd'hui, on promouvoit l'échange de semences de paysan à paysan, de personne à personne, pour être capable de sauvegarder nos variétés. Dans mon autre conférence des autres années, j'explique plus en profondeur pourquoi ces variétés-là ont disparu. Je vais vous en faire un petit peu un topo, mais je ne veux pas répéter ce qui a été fait les années passées. Mais je vous fais faire un petit résumé quand même. Le melon de Montréal. Qui a entendu parler du melon de Montréal? Beaucoup de gens. Alors, ce melon-là était cultivé chez les Décaries, les Aubin et les Gordon. Aujourd'hui, les terres des Décaries sont une autoroute. C'est une des bonnes raisons pourquoi on ne cultive plus le melon de Montréal. En passant, dans un party de Noël, je parlais à mes oncles, mes tantes, et mon oncle a dit oui, mais tu sais que mon grand-père, c'est M. Décarie. J'ai dit quoi? J'ai quasiment 40 ans, mais je ne le savais pas. Il dit oui, mais il dit moi, je n'étais pas là quand il cultivait les melons, là. Il dit je sais qu'on cultivait des patates aussi dans le coin. Alors, maintenant, naturellement, c'est des magasins, c'est des immeubles. L'industrialisation, l'urbanisme a beaucoup fait que les terres ont disparu et ces variétés-là ne se sont pas reproduites. D'ailleurs, M. Décarie ne s'est pas dit un jour, tiens, je vais garder des graines, puis il y a sûrement quelqu'un à la Fête des semences de Québec qui va en parler. Donc, il n'y a pas de relève. Ça, c'est un melon qu'on a eu à la ferme cet été. Il n'est jamais revenu aussi gros que le melon de Montréal comme il était dans le temps. On en a eu quand même des bons gros spécimens. Puis là, si vous me demandez s'il goûte bon, j'ai à peine goûté parce que j'ai 2 enfants. Mais j'ai gardé les graines, oui, j'ai gardé les graines. J'ai donné le melon aux enfants, j'ai gardé les graines. Un autre exemple de variété, de disparition des variétés. Un jour, autrefois, quand c'était pas moi qui étais aux Semences du patrimoine, c'était M. Antoine d'Avignon. Il habitait, je pense, dans le bout de Deschambault. M. Antoine d'Avignon avait un terrain et s'était mis à s'intéresser aux semences. Et là,
il commençait à faire des entrevues téléphoniques, des entrevues à la radio, dans les journaux. Et là, les gens, ils commençaient à descendre chez lui, débarquer des semences. Ça, voici, c'est ma grand-mère qui a fait pousser ça. Il n'y a plus personne qui le fait. Il n'y avait personne qui prenait soin des semences. Alors, il recevait plein de semences. À un moment donné, il en offrait 59 de variétés différentes dans le catalogue. Et là, il a reçu un maïs à farine. Qui cultive du maïs à farine ici? Voilà. Donc, c'est la réponse à laquelle je m'attendais. Qui a déjà cultivé du maïs sucré? Quelques personnes. Qui mangent du maïs? À peu près tout le monde. Tu manges pas de maïs? Hein? Tu manges pas de maïs? OK, merci. Alors, le maïs. De nos jours, le maïs est fait à partir d'hybrides. Hein, quand vous vous promenez sur le bord des champs, vous voyez les petites pancartes F43 Super X2Z. C'est des sortes d'hybrides. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce qu'est un hybride. Les maïs, avant, étaient faits, premièrement, par les pays, les populations du Sud. Ça l'a monté en Amérique du Nord. Ce sont les Amérindiens qui l'ont transmis. Mais le maïs, déjà à l'époque des Amérindiens, était déjà, comment je peux vous expliquer ça en termes courts? Il n'était déjà pas... Il n'aurait pas pu vivre tout seul. C'était pas... Tu sais, des fois, on dit les Amérindiens étaient près de la nature. Oui, il n'y a rien... Il n'y a pas d'objection à ça, mais le maïs était déjà très attaché à l'humain. Parce qu'on développe notre culture avec notre nourriture et le maïs suit. Donc, pour faire une histoire plus courte, le maïs, dans le temps des Amérindiens, des Iroquois surtout, ils le prenaient et il y avait des maïs, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, assez gros comme ça, avec un bord renflé en haut. Et les maïs, aujourd'hui, les hybrides, hein, vous mangez du maïs sucré, il n'y a pas de renflement nécessairement. Il y a combien de rangées un maïs sucré? Ah, vous le mangez puis vous ne le comptez pas. Une douzaine, une quinzaine peut-être? Trentaine? Les maïs iroquois, il y en avait 8, en général. Il y a des variations, mais il y avait 8 rangées. Hein? On le voit tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce renflement-là, c'est parce qu'il prenait les feuilles, il les revirait de bord, comme il prenait le maïs, il le déshabillait en prenant les feuilles comme ça, et il tressait des espèces de grosses talles de maïs qui suspendaient dans leur maison longue et qui restaient là tout l'hiver. Ça, c'est sûr que si ça tombe sur un enfant dans l'hiver, hein, c'était assez pesant et assez gros. Fait qu'il fallait que la racine des feuilles soit résistante. Fait qu'au fil du temps, ils ont sélectionné des maïs sans vraiment peut-être s'en rendre compte, qui ont un renflement à la base, parce que ça tenait bien dans une maison longue. Les maïs qui tombaient, parce qu'ils étaient plus lâches, bien, les souris les mangeaient, ou on les mangeait au fur et à mesure, et on replantait avec les semences de ceux qui restaient au plafond. Donc, ça s'appelle la sélection. Hein? Aujourd'hui, on n'a plus de maison longue, il n'y a plus de points à sélectionner son maïs pour qu'il tienne dans le plafond de votre cuisine. Vous pouvez le faire, essayez-le, mais bon. Et Antoine d'Avignon reçoit du maïs d'une dame. Il le plante et c'est du maïs à farine. Mais Antoine d'Avignon est décédé. Juste avant de mourir, l'année avant de mourir, il a légué le maïs à 2 amis. L'ami a continué à le cultiver et l'ami vieillissant, étant plus âgé, a appelé aux semences du patrimoine pour dire « Écoutez, moi, je ne peux plus le cultiver, voulez-vous le prendre? » Je dis « Oui, mais c'est quoi le nom? » Il dit « On ne sait pas. » Là, on a fait des recherches et on est tombé sur l'autre ami d'Antoine d'Avignon qui avait gardé, heureusement, il ramassait tout le gars, il avait gardé l'enveloppe originale. Et il était marqué Anita Fournier sur le maïs. On ne sait pas qui est Anita Fournier. Alors, on aimerait bien, qui est probablement décédée de nos jours, on aimerait bien rencontrer, si vous avez des nouvelles, de Anita Fournier de Nicolet, qui a donné ce maïs blanc-là parce qu'on suspecte beaucoup que c'était un maïs iroquois. On le reproduit, on le vend. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui l'achète. Qui a un moulin à farine? Donc, il y a toujours une personne au moins qui lève sa main. S'il vous plaît, vous n'avez pas de maïs à farine? Vous n'avez pas de moulin? Oh, merci, vous avez un moulin! OK. Donc, vous cultivez tous l'année prochaine le maïs. Vous prenez le numéro du gars qui est là, vous allez le moudre là-bas, OK? C'est juste pour vous montrer que dans les enjeux des semences, les gens qui tiennent des semences comme ça à bout de bras, et quand ils décèdent, il n'y a pas de relève,
On n'a pas l'identification, on perd ces variétés-là. Et en plus, ça ne se vend pas parce que la mode ou les modes de vie sont plus adaptés aux variétés anciennes. Par contre, la génétique qu'il y a là-dedans, c'est génial. Ce maïs-là, en passant, le goût est merveilleux. Là, dans les crêpes le dimanche, là, de la farine de maïs, Jean Moulin. Et c'est vraiment un enjeu de taille parce que, justement, on les a plus, mais c'est des gènes qui peuvent servir aussi à créer des nouveaux maïs. Puis, peut-être qu'on ne le sait pas, mais avant ça, il était peut-être super résistant aux maladies. Il était peut-être résistant aux températures plus froides de la région de Nicolet. Genre, je ne sais pas, on ne l'a pas assez étudié pour ça. Donc, c'est un peu ce que je disais, c'est que vraiment, l'histoire, notre culture alimentaire fait partie de notre histoire. On mange des choses qui nous reflètent. Hein? Vos grands-parents mangeaient toutes des bines, vos arrière-grands-parents mangeaient des bines. On avait des bines au Québec. Pourquoi? Bien, parce que quand tu passes comme 12 heures par jour dehors à moins 30, puis que tu rentres le soir, tu as besoin de quelque chose qui te tient. Puis, on mangeait des bonnes bines, on mangeait des œufs, on mangeait comme des bûcherons parce qu'on était bûcherons. Aujourd'hui, on vend des haricots secs. Bonjour! On vend des haricots secs et les gens font comme « Ah, moi je cherche des petits haricots. » Tu sais, les petits haricots comme ça qu'on mange frais. C'est plus à la mode de manger des haricots secs. Ça revient à la mode là, maintenant avec les légumineuses. Mais les enjeux alimentaires suivent les enjeux des semences. Maintenant, le corps du sujet. Je suis à combien de minutes? 10 minutes. Il y a eu quelque chose dans notre histoire qui s'appelle l'arrivée des hybrides. Avant ça, juste pour faire un mini topo, on sélectionnait, comme je vous ai dit, les Amérindiens sélectionnaient les meilleurs maïs, ceux qui étaient le plus solides. Il y avait une sélection naturelle, il y en a qui tombaient, bon, les souris les mangeaient, mais les autres, on les plantait. Donc, c'est assez clair pour le système de on sélectionne. OK? Maintenant, il est arrivé les hybrides. On a pris, c'est juste vulgarisé, là, c'est pas... on a pris un maïs super productif, le A, qui est vraiment pas bon, avec un maïs vraiment pas productif, le B, super sucré, et on a fait, et là si vous me dites un petit maïs pas productif, pas bon, ça l'arrive, on les a éliminés. On a fait le C, qui est un hybride. Jusque-là, est-ce que ça va? Bon. L'hybride, ça se complique un petit peu. L'hybride, c'est les sachets qu'on achète en grande surface, marqués F1 ou H1. C'est une plante qui a ces qualités-là. Et on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas expliqué encore scientifiquement, mais il y a une vigueur hybride. Quand on mélange deux variétés différentes, ça fait un plant qui donne beaucoup. C'est comme s'il disait « Ah, tu sais, je vais me reproduire, j'ai beaucoup de gènes génétiques mélangés, je peux reproduire beaucoup. » Par contre, si vous prenez C, que vous avez acheté au magasin et que vous le plantez, vous allez avoir votre C, votre maïs C. Si vous prenez les graines de C, qu'est-ce que vous allez avoir? Monsieur hoche la tête là-bas en voulant dire « Non, tu prends pas les graines du C. » C'est ça, on va avoir du n'importe quoi. Fait qu'on va avoir du A, on va avoir du B, on va avoir du C, on va avoir du CA, du CB, du... Bon, je vous laisse le... C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à mon kiosque et qui disent « Oh là, j'ai acheté une bonne tomate chez IGA. Elle était bonne. J'ai pris les graines. Puis l'année d'après, j'ai eu complètement d'autres choses. » C'est parce que c'était un hybride. Il y a des avantages aux hybrides, pour les cultivateurs surtout. Super stable, super égal. Tu la plantes à Vancouver, tu la plantes à Montréal, c'est pareil. Pourquoi j'ai mis une photo de Bixi? Connaissez-vous les Bixi? Est-ce que vous en avez à Québec? Vous n'en avez pas à Québec, hein? Non. Un Bixi, là, à Montréal, ça va n'importe où. Tu pognes un nid de poule, là. OK, bon, les nids de poule à Montréal sont quand même assez gros, là. Mettons un nid de poule moyen. Ça passe par-dessus, c'est smooth, ça va partout. Monsieur peut le prendre, madame peut le prendre, monsieur plus petit en arrière peut le prendre. Je pense que paraplégique pourrait le prendre, OK? N'importe qui peut prendre ça parce que c'est smooth, ça va à toutes les tailles. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous connaissez la côte Sherbrooke? Avez-vous déjà monté ça avec un Bixi? C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une exception dans la ville. Vous allez voir où je m'en viens. Les hybrides,
c'est la même chose. C'est que c'est bon pour la moyenne des choses. C'est comme un gros Bixi. Est-ce que vous feriez le Tour de France avec un Bixi? Non, hein? Ça prend un vélo adapté. Ça prend un vélo plus vite que cette grosse affaire-là. C'est la même chose pour les hybrides. L'hybride fait une bonne moyenne, performant partout. Mais madame a un jardin beaucoup plus pluvieux, plus humide, un peu dans le fond d'une baissière. L'hybride n'aime pas bien ça. Madame là-bas a un terrain super sec. L'hybride n'est peut-être pas pour ça. Les variétés ancestrales étaient adaptées à vos régions, à votre jardin, puis d'année en année, ils développent une résistance à vos bébites, à vos choses. Nous, on fait venir souvent des légumes de France, parce que j'ai un ami en France qui m'envoie plein de graines. Il dit « essaye ça, essaye ça, essaye ça ». Immanquablement, et c'est pas de la faute des Français, ces légumes sont toujours malades. Ils arrivent, puis comme... Mais la deuxième génération, la troisième génération, là, ça fait 4 ans que je les fais, là, sont un petit peu mieux. Il y a des choses qui ne poussent pas, je les enlève, parce qu'ils s'habituent. En France, c'est pas le Québec. Donc, c'est l'adaptation. Mais, effectivement, on a souvent sélectionné aussi pour que ça soit adapté à la machinerie. La machinerie, le blé d'Inde, qui est tout pareil, bien, le tracteur va juste à passer une fois pour ramasser les blés d'Inde et non pas ramasser 5 fois parce qu'il ne vient pas à maturité en même temps. Le blé est tout de la même hauteur, il rentre mieux dans la machinerie. Alors, c'est une des raisons de la sélection. Alors, la conférence est finie. Merci beaucoup. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui fabrique les hybrides? Et ça, c'est une vieille carte. Vous avez entendu que Monsanto a été racheté par Bayer dernièrement. Faire des hybrides, ça demande de l'argent. Ça demande de la recherche. Ça demande beaucoup de sous. Ce sont les grosses compagnies qui peuvent faire les hybrides. Avant ça, on avait des stations expérimentales au Québec, partout au Canada. Et c'était le bien public, c'était le commun, c'était le gouvernement qui payait des spécialistes pour qu'on fasse des recherches et qu'on release, Pardon? Dissémine. Oui, qu'on dissémine après ça aux agriculteurs qui étaient dans la région, les variétés qui étaient adaptées à la région. Maintenant, il y a eu des coupes, hein, je ne vous mens pas. Il y a eu des coupes, moins de stations d'expérimentation. On laisse ça aux grosses compagnies. Mais les grosses compagnies, ils ne sont pas dans le jardin de madame qui est plus sec. Ils ne sont pas dans le jardin de madame ici qui a plus d'eau. Donc, ils font des Bixi. Là, pour ceux qui viennent d'arriver, il faut on parle de Bixi, on ne parle pas seulement. Alors, c'est des gros conglomérats. Et, ben là, avant de tourner, je vais vous la demander. Qui utilise les hybrides? Vous êtes 75 dans la salle, vous devez le savoir. Madame? Pardon? Les plants achetés qu'on achète genre chez Canadian Tire au coin, c'est des hybrides. Les graines en grande surface. Les petits producteurs. Vous l'avez dit tout fort. Les petits producteurs. Chut. Les grands producteurs. Les grandes surfaces, mais les petites surfaces. Parce que, n'oubliez pas ceux qui étaient au début de la conférence, je vous ai dit qu'il y avait 75% de nos variétés qui étaient éteintes. Les petits agriculteurs ou les grands n'ont plus beaucoup de choix dans les variétés ancestrales, n'ont plus beaucoup de choix dans les variétés à pollinisation libre. Mal documentées, mal cultivées, mal maintenues, pas très fiables. Pour un jardin chez vous, que la tomate se fendille un petit peu, ça ne vous dérange pas, vous la prenez, vous la mangez. Mais pour un maraîcher qui va vendre au marché le lendemain, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit sûr que sa tomate, ça soit une variété qui ne fendille pas, par exemple. Est-ce que vous me suivez? Alors, malheureusement, les hybrides sont utilisés par tout le monde. Tout le monde inclut le bio. L'agriculture biologique est autorisée à utiliser des hybrides. Il me reste combien de temps? 15 minutes. L'agriculture biologique n'a pas nécessairement le choix non plus, comme je vous ai dit. Et parfois, il y a des gens qui ne le savent pas non plus. Cet été, je me suis dit,
OK, je vais faire des vérifications parce que je le dis dans les conférences, mais là, les gens disent, ah, ça se peut pas, voyons donc. J'ai appelé une grosse compagnie de semences où les maraîchers autour de moi achetaient leurs semences. Je l'ai appelé chez Josh, je peux le dire, il n'y a pas de... C'est Johnny's Selected Seed. Est-ce que vous connaissez Johnny's? Mon meilleur ami Johnny's. C'est une compagnie qui vend pour les particuliers aussi, mais surtout pour les maraîchers. Ils ont une belle section biologique, ils sont situés au Vermont, je pense. Et donc, moi, j'ai demandé à des maraîchers et des agriculteurs bio où ils achetaient leurs semences chez Johnny. J'appelle chez Johnny's et je dis bonjour. Je choisis sur leur site Internet 5 variétés biologiques. Une tomate, une laitue, un concombre, une betterave et un concombre, une tomate. En tout cas, j'avais 5 variétés au hasard. Je les appelle et je leur dis bonjour, je veux savoir l'origine de vos semences. Parce qu'ils cultivent une partie de leurs propres semences, mais c'est beaucoup les semences, vous savez, sont achetées en plus gros et revendues en plus petit. Elle dit, ben, madame, il n'y a pas de problème, je vais vérifier ça un instant. Alors, elle cherche sa variété de tomates. Ah, en Chine. OK. Je dis, le concombre. Un instant. Ah, en Chine. La laitue. En Chine! Et je dis, OK, mais c'est quoi d'abord le nom de la compagnie? C'est quoi le nom de la compagnie? Ah, je suis désolée, selon des ententes commerciales, nous n'avons pas le droit de divulguer le nom de la compagnie. Fait que j'achète un panier biologique, mon producteur est local, il fait tout ce qu'il peut pour sauter, pour pas mettre de pesticides, pour pas mettre d'engrais, il est pris à acheter des semences qui viennent de Chine, d'une compagnie inconnue. Passons. Là, au bout de la 4e variété, elle me dit, mais madame, pourquoi vous voulez savoir ça? Fait que là, je joue le jeu, je dis, je veux pas donner mon argent à n'importe quelle compagnie. Hein, je veux pas encourager n'importe quelle compagnie. Elle dit, pas de problème, dites-moi la compagnie que vous voulez pas encourager et je vais vous donner une liste des variétés qu'on achète de cette compagnie-là. Donc, achetez d'autres choses. Parfait! Une chance, je n'ai pas dit que je ne voulais pas acheter en Chine parce que... Et je dis, je ne veux pas encourager Monsanto. Je tape sur le clou de Monsanto, mais j'aurais pu taper sur toutes les autres que vous avez vues. Et elle m'envoie par courriel une liste. Et dans cette liste-là, il y avait les tomates, la Celebrity que vous achetez, il y en a qui achètent la tête, vous n'êtes pas supposé l'avoir acheté. Donc, les semences étaient achetées chez The Rooter, qui venait de Siminis, qui venait de Monsanto. Alors, c'est un des enjeux. Lorsque vous achetez des semences, demandez l'origine. Le nom de la variété, mais l'origine. Elle vient d'où la semence? Est-ce qu'elle est cultivée ici? Puis je ne vous dis pas que ces semences-là ne sont pas de qualité. Je suis sûre que vous auriez acheté des semences chez Johnny's Selected Seed, il aurait poussé quand même. Mais l'enjeu, c'est qu'on encourage des conglomérats qui font pousser ça ailleurs. On n'encourage pas nos semenciers d'ici et nos variétés québécoises. Est-ce que ça vous va jusque-là? C'est exactement ce que je viens de vous dire sur les hybrides. Moi, je ne suis pas les PowerPoint. C'est que c'est plus fiable, c'est plus uniforme, c'est comme un Bixi. Il n'y a presque pas de disponibilité des semences. Puis il faut dire que nos agriculteurs, ils ont la même pression commerciale qu'un autre, je veux dire, un petit agriculteur bio a une pression commerciale autant qu'un autre. C'est très difficile d'être agriculteur. C'est difficile d'avoir, il faut que tu produises 220 paniers bio. Ben, il faut que tu aies 2220 carottes oranges parce que le client veut des carottes oranges. Donc, c'est à nous aussi de mettre de l'eau un peu dans notre vin et de dire, ben, ta carotte, elle peut être un petit peu plus jaune ou elle peut être un petit peu différente. Mais en même temps, lui, il faut qu'il les cueille toutes dans le même mois, ces carottes, toutes à la même période. Fait que s'il y en a qui sont un petit peu plus précoces, il y en a d'autres qui viennent un petit peu plus à terme, un petit peu plus longtemps après. C'est un enjeu de taille pour un producteur. Donc, c'est vraiment dans les enjeux, tu sais, 2 poids, 2 mesures. Il faut vraiment essayer d'évaluer, puis de regarder, puis de faire au mieux de ce qu'on peut faire. Le savoir-faire, c'est perdu. Je demande souvent aux petits agriculteurs, toi, sauvegarder tes propres semences, ça... Ah non, c'est toute une autre histoire, là. Je ne peux pas être maraîcher et sauvegarder mes semences. Avant, là, il n'y en avait pas de semencière. C'était le travail de l'agriculteur et du maraîcher. D'accord? C'est comme si je vous disais, vous appelez un plombier pour réparer votre lavabo
de cuisine. Puis là, il vient, il répare votre lavabo de cuisine, puis vous lui disiez, ma toilette, elle marche pas. Oh non, non, les toilettes, là, ça, c'est pas mon domaine. T'es un plombier! Donc, intrinsèquement, avant ça, l'agriculteur cultivait ses semences. Il savait, il choisissait lui-même ce qui était adapté à ces choses, ce qu'il voulait. Sa femme voulait de plus grosses tomates. Il sélectionnait les tomates un petit peu plus grosses. Maintenant, c'est un travail séparé. Et les agriculteurs ne savent plus comment conserver leurs semences. Moi, ça ne me dérange pas, j'en vends plus. Mais à quelque part, quand je vends des semences, un sachet de semences, c'est souvent des variétés que si moi, à terre promise, on arrête de les cultiver, ils n'existeront plus. Donc, on veut que les producteurs essaient au moins pour les haricots, les choses faciles, les laitues, de reproduire leurs semences. Êtes-vous tous en train de rentrer parce que je suis en retard et je parle trop? OK, c'est beau. C'est juste parce que je parle fort? Non. OK. Merci, c'est correct. Alors, des pistes de solutions. Apprenez à conserver vos semences. J'ai donné des haricots beurre de Rocancourt l'année passée à un maraîcher bio. J'ai dit, tiens, essaye ça, c'est les meilleurs haricots au monde. Il me dit, j'ai déjà mes haricots. Là. Je dis, oui, mais t'as des haricots chez Johnny's Selected Seed. Fait que je dis, prends ça. Il a essayé. Il revient me voir, il dit, wow! Il m'a appelé il y a un mois. Il dit, il était vraiment bon, les haricots, productivité pas mal égale à une variété commerciale. Les clients étaient super satisfaits. Est-ce que je peux en avoir d'autres? J'ai dit, combien? Il dit, une livre. Une livre pour un petit producteur, une livre de haricots, c'est beaucoup. Okay? Moi, je fais tout à la main. On n'arrose pas avec de goutte à goutte, on arrose à la chaudière, que ça, c'est quand on arrose. On a une faux pour couper l'herbe, on fait tout à la main. Une livre, c'était comme quand même beaucoup. Je dis, oui, mais je t'en ai donné l'année passée. Il dit, oui. Ben, il dit, j'ai essayé là, de les garder. Là. Je dis, mais comment ça fait? Il dit, ben, c'est parce que j'avais ma rangée d'haricots jaunes, j'avais ma rangée d'haricots verts. Fait que là, ils se sont peut-être mélangés. Pourquoi tu n'as pas planté ton haricot jaune là, puis ton haricot vert là? Tu sais, moi, je suis une semencière, je le sais, il faut garder une petite distance. Je veux dire, tu as 1 hectare, tu peux séparer les choses. Il dit, non, non, tu comprends pas, là. Je suis en cueillette. Mes paniers sont dus à 3 heures. Il fait 40 degrés, j'ai chaud, j'irai pas me promener de un à l'autre. Il dit, il faut que je cueille ça là. Ah, c'est pas fou. Donc, depuis ce temps-là, je vends des haricots beurre de Rocancourt. Mais vous voyez les enjeux, c'est pas des enjeux peut-être que vous avez à faire dans votre jardin, mais un enjeu pour un maraîcher qu'il faut qu'il cueille rapidement, ben, c'est arranger de petits haricots sont collés. Partagez vos fêtes, vos semences aux fêtes des semences. Essayez de bien les identifier, hein, pour faire comme l'histoire du maïs de M. Antoine d'Avignon. Essayez de ne pas mourir entre-temps non plus, ça l'aide. Et amenez-les aux échanges des semences du patrimoine. Si vous avez des variétés que vous croyez qui n'existent plus, qui sont en danger, venez nous les porter. Nous, on les reproduit, puis on les envoie à la banque de gènes, à Saskatoon, pour une pérennité. Mais on aime toujours mieux que quelqu'un les adopte, les faire cultiver ici, que les envoyer se faire congeler. Choisissez des variétés en danger. Tant qu'à cultiver une variété, sauvez-en une. Prenez-en des plus rares. Comme ça, vous allez faire votre petit bout de chemin, puis votre petite part pour les variétés. Et encouragez vos producteurs de semences locaux. Il me reste 5 minutes. C'est-tu le fun? Je suis timée. Est-ce que vous avez des questions? Il manque une slide, juste une minute. Oui, il y a 2 micros en arrière. Je vais juste remettre le dernier